Et salut les amis, on se retrouve pour une vidéo. Ça vient de tomber, les banques centrales s'éloignent de plus en plus du dollar. Et oui, car comme tu peux le voir d'après ce tweet, une enquête menée auprès de 90 banques centrales, des fonds souverains et des fonds de pension ont révélé un éloignement net du dollar américain. Et ce, pour la première fois dans l'histoire de l'enquête. Ce rapport OMFIF Global Public aurait souligné que le dollar resterait dominant pour l'instant, mais que les intentions des banques commencent à changer. Les institutions se tourneraient donc vers l'euro, le yuan, le livre sterling, la couronne norvégienne et le dollar néo-zélandais. Parmi elles, 82% des banques centrales détiennent déjà de l'or physique et 30 prévoient d'augmenter leurs réserves d'or dans les 2 prochaines années. Et pour les analystes, le signal est clair, la dédollarisation progressive. Et ce rapport n'intervient pas n'importe quand, car comme tu le sais déjà, il y a déjà un conflit en cours au Moyen-Orient qui a bouleversé les marchés mondiaux, notamment au niveau de l'énergie, notamment avec le gaz et le pétrole, mais aussi pile au bon moment où Donald Trump cherche de nouvelles façons d'imposer des tarifs douaniers. Et JP Morgan est lui-même intervenu en précisant la part du dollar américain dans les réserves de change des banques centrales est tombée à son plus bas niveau en 2 décennies l'année dernière. Cette année, la géopolitique a dépassé l'environnement politique américain en décourageant l'investissement dans le dollar. Car les États-Unis étant les premiers concernés dans ce conflit, les banques y voient donc un risque géopolitique élevé. Quoi qu'il en soit, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner. Après, avec tout ce qui se passe au niveau de la guerre et de l'Iran, tout ce qui se passe au niveau des frais de dédouanement, tout ça, je comprends qu'il y a des pays qui ont envie de s'en détacher parce qu'il y en a certains, ça les arrange pas. Et c'est vrai qu'ils s'y prennent pas forcément de la meilleure façon, donc c'est assez compréhensible. Et je pense aussi, il y a aussi l'Europe qu'on peut mettre dedans. Wesh, faut pas être épileptique, hein. Non mais là, premier degré, les gars, zéro montage. Il y a aucun... Mais il y a aucun... Mais j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il y a aucun montage, je vous le jure, premier degré, il y a aucun montage, les gars. Waouh, waouh, waouh. Attends. Waouh. Waouh, les ténèbres. Il y a aucun montage, je vous jure sur ma vie, zéro. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie. J'ai 37 ans, j'ai jamais vu des orages comme ça ou que ça frappe comme ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça, les gars. Jamais. C'est vrai que le temps en ce moment, il se comporte assez surprenamment avec la chaleur, les orages, tout ça. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des orages comme ça. Et je sais que nous, on a eu des orages assez puissants aussi. Mais bon. La phrase la plus tragique de la philosophie est probablement la suivante. La vie est une oscillation constante entre le désir d'avoir et l'ennui de posséder. Selon la perspective de Schopenhauer, la vie est une souffrance permanente. Car soit nous désirons quelque chose, soit nous nous ennuyons parce que nous avons obtenu ce que nous désirions. Nous désirons ce qui nous manque, ce que nous ne possédons pas encore. Et ce désir incessant est une source de souffrance. Lorsque nous finissons par obtenir ce que nous voulions, l'ennui s'installe. Car ce qui nous anime, ce n'est pas la conquête elle-même, mais le désir qui la précède. Ainsi, Schopenhauer affirme que la vie se matérialise sous la forme d'un pendule, dont un côté représente la souffrance et l'autre l'ennui. La souffrance de vouloir ce que nous n'avons pas et l'ennui de posséder enfin ce que nous désirions tant, laissant place à un vide éternel. C'est vrai que ça, on peut le remarquer surtout chez les enfants. Parce qu'ils ont souvent envie d'avoir des jouets. Et quand ils les ont, ils les utilisent plus. Et c'est même chez certains adultes, c'est comme ça. C'est par exemple pour les jeux vidéo, on a envie d'en avoir un et on n'y touche pas au final ou quelque chose comme ça. Hier, l'agriculture française est morte dans le silence le plus total. Il y a un mois, les NGT ont été mises sur le tapis. Les NGT, c'est ni plus ni moins les OGM en pire avec des brevets. Et il y a un mois, lorsque j'en ai parlé, on m'a pris pour une folle et on m'a dit « mais non, ça n'arrivera jamais ». Et pourtant, hier, l'Europe a bien pris la décision. Alors moi, je refuse qu'on me contrôle. Pourquoi vous croyez qu'on n'apprend pas à l'école toutes les choses basiques de la vie pour pouvoir vivre de manière indépendante? Eh bien parce qu'un être indépendant et souverain ne peut pas être contrôlé. Il y a une raison pour laquelle on pousse toutes les personnes à aller dans les villes et à se déconnecter de plus en plus de la nature. C'est parce que quelqu'un qui a accès à de la terre est indépendant et quelqu'un qui est indépendant ne peut pas être contrôlé.
Il y a une raison pour laquelle les médias ne font pas passer toutes les informations et qu'il y a certaines informations qui sont bien mises en avant, dont on parle énormément, et d'autres qui passent aux oubliettes. C'est parce qu'un être humain qui connaît la vérité, qui est bien informé, sera indépendant, et un être indépendant ne peut pas être contrôlé. Alors je salue Cocopelli pour tous les efforts qu'ils ont faits de s'être déplacés pour sensibiliser les eurodéputés et essayer de changer les choses. Même si, personnellement, je savais que ça n'allait rien donner, je salue quand même l'effort. Mais donc là, clairement, d'ici quelques temps, vous ne pourrez même pas savoir ce qu'il y a dans vos assiettes puisqu'ils n'ont aucune obligation de le mentionner sur le packaging, que c'est avec des NGT ou pas. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous avez un choix, soit manger la pourriture qu'on va vous mettre dans vos assiettes, soit dès demain, commencer à réfléchir comment vous pouvez redevenir souverain. En plus, c'est un peu plus subtil que les OMG parce que ceux-là, ils sont pas obligés de les préciser. Et je trouve que c'est quand même une grosse entourloupe parce qu'ils font ça dans le dos des gens, ils en parlent pas tant de ça en vrai, pour nous donner vraiment de la bouffe malsaine. Mais au bout d'un moment, c'est à se poser la question de pourquoi ils font ça. Aucune chaîne française ne va vous montrer cette vidéo. Regardez ça attentivement avant qu'il ne suffise et surtout partagez-la massivement. Ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Je fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Noé sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Alors camarades famille, c'est réel. La France est tombée. La France est tombée officiellement. 2 jours sans lumière. Vous savez, quand le robinet de l'Afrique a fermé son robinet là, il a fermé que l'eau ne coule plus en France là, ils ont compris. Dans l'uranium du Niger, que les gens là passent le temps à piller pour leur recharger la lumière à tort et à travers. Quand on a fermé le robinet là, vous voyez les conséquences, non? En fait, la France est déjà assez grande pour commencer à marcher seule. Voilà, on lui laisse maintenant que, comme tu es assez grand là, tu es mature, marcher maintenant seul. Vous voyez, il est même incapable de faire 2 pas. Ils sont incapables de faire 2 pas. Cause de panne, ils ne savent même pas. Il fait tellement chaud, 40 degrés. Ça, ce n'est que le début du commencement, camarades. Vous avez dit que vous voulez marcher seul, non? Parce que chaque temps, vous venez dire que non, il faut qu'on aide l'Afrique. C'est l'Afrique qui vous aide, les amis. C'est l'Afrique. Vous n'allez pas voir la vidéo là, sur aucun média occidental. France 24 ni RFI ne va montrer cette vidéo. Camarades, famille, faites-la circuler. Le monde doit voir ça. Après, c'est vrai que je trouve qu'ils font pas grand-chose par rapport à la canicule, tout ça, parce qu'il y a quand même le refroidissement d'air et tout, et il y a eu la journée de solidarité. C'est vrai qu'ils disent des choses, mais ils agissent pas vraiment, et puis ils nous prennent pour des cons. Et c'est vrai que la France pourrait tomber à continuer comme ça. Tokyo est l'une des villes au monde les mieux protégées contre les inondations. De fortes pluies et un typhon provoquent de fréquentes inondations à Tokyo. Et pour protéger la ville des inondations, les Japonais ont construit un réservoir géant capable de contenir cette quantité d'eau pendant 13 ans. Regardez, ce collectionneur possède 5 barils géants. Chaque baril mesure 70 mètres de haut. Autrement dit, la Statue de la Liberté peut y tenir. En cas d'inondation, toute l'eau s'accumule dans ces seins verts. Ensuite, elle s'écoule par les tunnels et finit dans cette gigantesque boîte souterraine. La boîte contient 59 colonnes, chacune pesant 500 tonnes. L'eau collectée est ensuite pompée à travers une pompe hydraulique dans la rivière Edogawa, près de Tokyo. Voici comment les Japonais protègent Tokyo, ville de 38 millions d'habitants, des inondations. Si vous voulez découvrir d'autres infos aussi intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Horizon Fer. Après, avec les problèmes de tsunami, je comprends qu'ils ont dû être stratégiques, mais je trouve ça quand même assez impressionnant en vrai. Et même la ville, elle est jolie vue comme ça. Voilà pourquoi ils veulent affaiblir la Russie. Notre pays a aidé par tous les moyens, et je tiens à le souligner, de manière désintéressée, les peuples africains dans leur lutte contre le colonialisme, apportant une contribution significative à la mise en place et au renforcement de leur souveraineté. Aujourd'hui, nous soutenons pleinement la détermination des Africains à consolider leur souveraineté dans tous les domaines, notamment le droit de gérer librement leurs ressources naturelles et de définir la voie de leur développement. Conformément aux décisions prises lors des sommets Russie-Afrique à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023, beaucoup croient que l'Occident veut affaiblir la Russie uniquement parce qu'elle est une puissance militaire. Mais le véritable enjeu est ailleurs.
Mesdames et messieurs, si la Russie parvient à convaincre un nombre croissant de pays africains que leur développement passe par une coopération sans dépendance envers les anciennes puissances coloniales, alors l'Occident perd progressivement un levier d'influence construit depuis des décennies. Ce qui est combattu, ce n'est pas seulement l'armée russe, c'est un récit politique qui affirme qu'il existe une autre façon de nouer des partenariats internationaux. Si ce récit gagne en crédibilité, mesdames et messieurs, certains États pourraient diversifier davantage leurs alliances, leurs fournisseurs d'armes, leurs partenaires énergétiques et miniers. C'est cette possibilité qui nourrit la compétition géopolitique actuelle. Autrement dit, la bataille ne porte pas seulement sur des territoires ou des sanctions, elle porte aussi sur une question fondamentale. Qui sera le partenaire de référence des pays africains dans les décennies à venir? Voilà pourquoi les Occidentaux veulent affaiblir la Russie afin de montrer aux pays africains que la Russie ne peut même pas se protéger elle. Après, c'est vrai que ça pourrait expliquer certaines choses parce que par rapport à l'Occident qui est très dominant, toutes ces choses-là, ça pourrait expliquer parce que la Russie, ils sont pas trop comme ça et ça pourrait expliquer pas mal de choses. Les moustiques adorent les gens qui boivent de la bière. Et le truc à savoir, c'est que les moustiques, ils piquent pas du tout au hasard. Et ça a rien à voir avec cette histoire de peau sucrée ou pas. Ce qui les attire vraiment, c'est le CO2. Et d'ailleurs, c'est toujours les moustiques femelles qui nous piquent, jamais les mâles. Et elles nous piquent parce qu'elles ont besoin des protéines qui sont présentes dans notre sang pour fabriquer leurs œufs. Ça, c'est déjà un truc à raconter. Et autre truc que je viens d'apprendre, les principales cibles des moustiques, c'est d'abord les femmes enceintes, parce qu'à partir du 2e trimestre, elles rejettent à peu près 20% de CO2 en plus. Donc si vous êtes enceinte cet été, ça va pas être facile. Les personnes qui viennent de faire du sport parce qu'elles rejettent plus de CO2 et qu'elles produisent plus de chaleur. Et les gens qui ont bu de l'alcool. Alors là, c'est pas seulement une histoire de CO2, mais c'est que l'alcool va légèrement modifier les composés que ton corps rejette dans l'air, ce qui va encore plus attirer les moustiques. Et sinon, l'autre truc qu'on sait, c'est que certaines études montrent que les moustiques seraient plus attirés par les personnes du groupe sanguin O. Et ça, on sait pas encore pourquoi. Donc si un jour cet été ça parle de moustiques ou de piqûres de moustiques dans une conversation, maintenant, t'auras plein d'anecdotes à raconter. Et si tu connais d'autres choses sur les moustiques, tu peux les laisser en commentaire. Après, je pensais pas que c'était pour ça. Je croyais que c'était par rapport au sang sucré, mais c'est vrai que ça pourrait expliquer. Parce que c'est vrai qu'on dégage plus de CO2 dans ces moments-là. Persévérer. Percez et vous verrez. On dit des mots parce qu'on nous a expliqué qu'ils avaient ce sens-là. Alors déjà, est-ce que les mots ont le même sens pour tout le monde? Là, on rentrerait dans un long débat. Je m'appelle Matera. En italien, ça veut dire celui qui travaille la matière. Dans l'âme à tiers, il y a donc un tiers d'âme, potentiellement 2 tiers d'autre chose. Une fois qu'on a vu ça, on peut s'amuser à découper et à trouver des sens dans la langue française qu'on n'aurait pas vu auparavant. On l'a vu, on est dans la matière, on est aussi dans un univers, uni vers quelque chose. Vers quoi? Peut-être vers nous. Et si c'est vers nous, il va falloir qu'on voit ce qu'il y a au fond de nous. Donc il va falloir persévérer. Percez et vous verrez. Ça, c'est une forme, il me semble, de langue des oiseaux, et c'est vrai que ça peut amener certaines réponses ou certaines questions aussi. C'est assez surprenant des fois. Tiens, regarde, mais qu'est-ce qu'on regarde? Je vais te raconter 2 histoires. Donc ça, c'est le Colossal des Apnas, une statue monumentale de la Renaissance située à la Villa des Pratolino près de Florence, en Italie, et l'un des exemples les plus extraordinaires de sculpture de jardin de la Renaissance. Elle a été créée en 1 an. Regarde bien les détails, regarde bien. Elle a été créée en 1 an, donc je disais. De 1579 à 1580, par le sculpteur flamand Guillaume Bologna. La deuxième histoire. Si t'es resté jusqu'à la fin, dis-moi laquelle histoire t'as le plus convaincu? Celle du sculpteur qui a fait ça en 1 an sans électricité, ou alors celle du créateur et des Néphilim. Si les Néphilim ça t'intéresse, je suis en live tous les jours sur cette application. Là-bas, il n'y a pas de censure. Tu peux l'installer soit du Play Store ou de l'App Store, ou alors sinon tu vas tout en haut de mon profil TikTok. Sous ma photo de profil, il y a un lien avec écrit je suis en live. Tu cliques sur ce lien, tu es directement sur mon live, sur ma page. Après, tu peux t'abonner, il faut créer un compte, tu le fais en appuyant avec Google, ça dure 2 secondes. Voilà. On aborde toutes sortes de sujets, on fouille les profondeurs du net. Donc, si t'es par là, vers 21h, tous les soirs, tu peux rejoindre. Allez, ciao, et toujours, vibration positive. Allez, ciao. Bon, on n'a pas eu la deuxième histoire, mais c'est vrai que ça peut être surprenant d'avoir fait ça en 1 an sans électricité, mais après, c'est peut-être faisable. Je sais pas exactement. C'est très rare de voir le ciel comme ça ces jours-là. Profitez de ce que vous allez voir parce qu'on ne le voit plus aujourd'hui. Voilà, alors ça, c'est un ciel normal, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Des nuages normaux. Habituellement, on voit que des traînées, des sortes de voiles nuageux. Et bizarrement, à chaque fois qu'il y a... Enfin, c'est rare, hein, mais quand on a ces nuages-là, il n'y a pas de traînée d'avion.
Aucune traînée d'avion. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un jour où les avions ont décidé de ne pas passer, mais dans tous les cas, regardez, ça c'est un ciel avec des nuages comme on n'en voit plus. Vous voyez la différence entre les deux? Il fait un temps magnifique, pas un nuage, ciel bleu, le soleil normal, pas d'avion dans les parages. Aucune traînée. Et les nuages, comme par hasard, sont des vrais nuages. Donc mettez dans les commentaires les photos du ciel quand il y a des traînées habituellement. Et là, vous voyez la différence entre un vrai ciel et ce qui ne l'est pas d'habitude. Je vais te mettre d'ailleurs un exemple de photo avec un ciel qui n'est pas habituel, enfin qui devient courant malheureusement aujourd'hui. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. Plus les traînées comme là, on aurait pu voir à la fin que le ciel normal en vrai. Mais je sais pas si vers chez vous c'est de plus en plus amplifié ou pas, mais je sais que par où je suis, c'est vraiment presque tous les jours, de matin jusqu'au soir en vrai. Bon, j'ai reçu aussi beaucoup de messages en me disant que vous n'étiez pas prêt à l'éveil, ou que l'éveil vous avait fait un chaos, que ça a été très difficile pour vous, etc., etc. Alors oui, l'éveil, c'est un chaos. L'éveil, c'est une remise à niveau à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est comme si tu te réveillais d'un grand cauchemar. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que l'éveil te transforme dans ton être le plus profond, le plus intérieur. Mais il est fait surtout pour qu'on monte en conscience, pour qu'on sorte de cette hypnose collective dans laquelle on est depuis des décennies, des milliers d'années. Et oui, c'est violent, parce qu'en fait, tu as l'impression d'ouvrir les yeux et te dire « Mais attends, je voyais pas tout ça. Et maintenant, je le vois. » Et oui, on voit tout. On voit au-delà des apparences, on voit au-delà des visages, des masques, on lit à travers les yeux, on voit les mascarades, on voit cette sorte de matrice dans laquelle on vit. On est dans une matrice. Et en fait, c'est violent parce que tu te rends compte de tout ça d'un coup. Et ça fait beaucoup. Mais c'est surtout là pour nous élever, pour nous réveiller et pour monter en conscience à travers ce chaos dans lequel on vit en fait. On vit dans un chaos total. On voit bien que tout part en sucette. On voit bien qu'il y a le mal qui se bat contre le bien en fait. Donc voilà. Donc ne prenez pas ça pour quelque chose de difficile à vivre. Oui, ça l'est, mais c'est que pour le meilleur derrière, croyez-moi. Et on est une équipe surtout. On est tous ensemble, on est une team, on est une famille, on est issus de la même source. Après, c'est vrai que souvent quand on s'éveille, c'est un peu dur parce qu'on voit ce qui se passe vraiment et puis après, quand on se rend compte, bah ça fait mal. On aimerait que ça soit différemment. Mais bon, après, c'est comme ça et puis il faut pas se dire qu'on peut rien faire. On peut essayer de modifier les choses à notre petite échelle, comme on pourrait dire. Afrique du Sud, aujourd'hui 30 juin, il y a une chasse aux migrants et aux travailleurs noirs africains. Plusieurs villes sud-africaines sont bloquées. Les manifestants avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers pour fermer leurs boutiques et quitter leur pays. Plusieurs pays ont fait rapatrier leurs ressortissants. Plus de 25 000 Africains ont fui l'Afrique du Sud, laissant derrière eux leurs biens et leurs investissements. Je rappelle qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début des manifestations en avril. Ils ne chassent pas uniquement les personnes en situation irrégulière, non. Même les personnes en règle sont expulsées de leur travail et de leur domicile. Par exemple, certains Congolais en règle ont tout perdu malgré leur statut. D'autres nationalités africaines qui employaient des Sud-Africains ont été frappés puis chassés. Ce sont des Noirs sud-africains qui s'en prennent à d'autres Noirs en les rejetant parce qu'ils considèrent que les migrants africains deviennent des concurrents directs dans un pays où le chômage reste massif. La concurrence pour les emplois rares alimente chaque jour la haine. La pauvreté extrême et les inégalités persistantes transforment la survie en guerre entre pauvres. La pression sur les services publics rend l'étranger responsable de tous les manques. Il y a même la perception que les étrangers augmentent la criminalité. Les crises économiques maintiennent la société sous tension permanente et le gouvernement sud-africain ne fait rien. Il laisse la xénophobie se développer car combattre réellement ce fléau n'est pas rentable politiquement. Les migrants servent d'exutoire utile. Ils détournent la rage populaire des vrais responsables. Maintenir
Une certaine instabilité permet de justifier l'inaction et de présenter un statu quo profitable à une élite. Après, je peux comprendre certaines choses parce que, enfin, il y a un temps en arrière, ils ont été colonisés et tout ça. Mais après, je pense pas que c'est justifié de s'en prendre absolument à tout le monde. Après, ceux qui sont vraiment fautifs, c'est compréhensible. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que qu'ils ont pu manger dans ces moments-là. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.